Averja, mesdames et messieurs, merci de vous être déplacés si nombreux ce soir donc, à la salle des Vallières, à l'occasion donc de cette première réunion d'échange. Nous allons passer 1h30 ensemble pour évoquer le sujet de la démocratie directe, et ce à quelques jours du scrutin municipal. Cette réunion, c'est une première pour la commune de l'Abergement, à l'initiative donc de l'association de la Ligue des Abergeuses et Abergeurs, et qui donc ce soir est présente ici pour présenter leur association. Je vous informe donc, juste pour les bonnes pratiques, c'est de couper vos téléphones, que ce ne soit pas dérangé pendant la conférence. Je vous informe aussi que la conférence, notamment la scène, sera filmée. La vidéo sera mise ultérieurement sur les réseaux sociaux afin que les personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles ce soir puissent prendre connaissance du contenu. Voilà. Ce thème abordé ce soir est une démarche nouvelle et inédite pour nous tous. Il est essentiel de bien comprendre la méthode avant de parler du projet. C'est pourquoi nous avons scindé la soirée en deux parties. La première partie sera consacrée à la présentation de l'association La Ligue des Abergeuses et Abergeurs, association nouvellement créée, dont Mme Catherine Rousset à ma gauche nous présentera celle-ci plus en détail. Et puis nous passerons ensuite à la présentation d'une approche nouvelle de gestion communale bâtie autour du concept de la démocratie directe. Concept de démocratie directe par opposition à une démocratie dite représentative classique et qui est actuellement en vigueur sur notre commune. Je laisserai la parole à M. Raphaël Roll, qui se chargera de nous présenter ce qu'est la démocratie directe, à savoir ses principes de fonctionnement, le rôle du citoyen dans une telle démarche. À l'issue de cette première partie, vous aurez l'occasion de poser des questions sur l'association et le concept de démocratie directe. Dans un second temps, nous passerons à l'application concrète de ce concept de démocratie directe dans le cadre de la future élection municipale de l'Abergement. Concept porté par la liste La Voix des Abergeuses et Abergeurs, avec à sa tête Mme Sylvie Janin, qui nous fera une présentation globale de la liste, puis chaque candidat de la liste se présentera à vous. Comme vous pouvez le constater, on a malheureusement une chaise vide. Monsieur Stéphane Lebas est malheureusement bloqué dans un accident et va tâcher de nous rejoindre au plus vite. Voilà, et s'excuse donc de son absence. Chaque candidat donc se présentera à vous, et à l'issue de la présentation, nous prendrons 2 minutes pour que chaque membre de la liste signe son engagement moral de conseiller municipal démocrate. Après ce petit intermède seront abordés les points du programme proposé aux abergeuses et aux abergeurs. À l'issue de cette partie, nous aurons une seconde session de questions-réponses qui vous sera proposée. L'occasion de débattre pour tous sur le contenu du programme et d'aborder également d'autres thématiques liées à l'intérêt communal. Dès à présent, pour le bon déroulement, je tiens à rappeler quelques règles de base pour que ces échanges se déroulent dans le respect des uns et des autres. Toute personne voulant poser question devra lever la main. Je demanderai à chaque intervenant de décliner son nom et prénom avant de poser sa question. Une seule question posée à la fois, tout le monde aura la parole, mais ça sera une question à la fois. En raison du peu de temps qui nous est alloué, et dans un souci d'équité, c'est-à-dire pouvoir donner la parole à l'ensemble des personnes qui le souhaitent, notre question devra être précise. Les prises de parole accompagnées d'insultes, propos diffamatoires, discriminatoires, prises de parole associées à des attaques personnelles, à des atteintes sur la vie privée, à des enjeux purement personnels et qui ne concernent pas l'intérêt général de la commune, seront coupées avec effet immédiat. Voilà. Je vais donc passer la parole à Catherine, qui va nous faire la présentation de l'association de la Ligue des Abergeuses et Abergeurs. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est en effet une toute nouvelle association sur l'Abergement. Donc vous voyez le magnifique logo sur l'écran. Je vais vous la présenter de façon assez résumée. Son président
est assis à la table Philippe Robe. Et moi, j'en suis secrétaire et trésorière. Je m'appelle Catherine Rousset, j'habite l'Abergement depuis 28 ans. Avant d'aménager ici, j'ai fait un mandat de conseiller municipal pour la commune de Touillon et Louplay. Alors moi, ce qui m'a donné envie d'être un membre fondatrice de cette association, c'est l'opportunité pour le village de proposer aux habitants un fonctionnement pour la gestion de la commune qui soit novateur, qui soit participatif, dynamique, en démocratie directe. C'est-à-dire que chaque habitant de l'Abergement, éligible aux listes des élections, des votations, aura le droit de donner son avis, chaque habitant électeur et chaque enfant à partir de 16 ans. Le droit de donner son avis sur les projets du Conseil, le droit de proposer des projets au Conseil municipal qui ne seraient pas à l'ordre du jour, ou le droit de contester aussi les projets en cours et à venir. Alors, les missions de l'association, je vous les donne en résumé, elles sont disponibles sur le site internet et les documents sont aussi pour consultation sur la table droite. Alors, d'abord, une mission de communication, communiquer les informations aux habitants sur les projets de la commune, sur les propositions de projets ou contestations de projets. Ensuite, l'association devra vérifier la pertinence des projets demandés. Ça veut dire, est-ce que ça rentre dans le cadre légal? Est-ce que c'est de la compétence de la commune? Est-ce que le nombre de soutiens exigés a été atteint? Et alors, elle offrira son aide à la rédaction des projets, la rédaction des arguments jusqu'au plan de financement. Quand tout sera validé, elle organisera des réunions publiques avec information, discussion, débat, qui seront suivies de votations. Et les votations seront transmises au conseil municipal. Alors, c'est une association qui fonctionne en parallèle et indépendamment du conseil municipal. Il sera proposé à tout conseiller de signer une charte qui l'engage à suivre l'avis des habitants dans ses prises de décision. D'ailleurs, pendant cette réunion, tous les colistiers de la liste derrière moi viendront signer cette charte pour officialiser leur engagement. Alors, si comme moi, vous êtes impatient d'implémenter à l'Abergement la démocratie directe, vous pouvez adhérer à l'association. Il y a des bons qui sont mis à votre disposition, soit pour donner un coup de main comme adhérent, soit simplement pour soutenir la démarche. Voilà, je vais laisser la parole à Raphaël. Merci pour votre écoute. Je passe donc la parole à Raphaël qui va donc nous présenter la démocratie directe. Merci, bonsoir à tous. Je trouve que je vous surplombe un peu trop, si ça vous dérange pas, je m'assois. Alors, on va parler de démocratie directe. Et voilà, j'ai fait quelques schémas, mais c'est pas important, ça permet un peu de se rendre compte. Ça, ce que j'affiche ici, c'est donc le modèle classique qui est en vigueur en France, qui est en vigueur en fait à tout niveau. C'est-à-dire qu'en France, on a des élus qui finalement ont tous les pouvoirs. La Constitution française a institué le fait que une fois qu'on élit, on a donné notre pouvoir en tant que citoyen et on n'en a plus en réalité. Dans la Constitution, on dit que la souveraineté populaire s'exerce via les représentants et via le référendum. Donc les représentants, là on n'a plus qu'à croiser les doigts en espérant qu'ils fassent ce qu'on leur a demandé de faire, en espérant qu'ils fassent ce qu'ils ont promis, puisque rien dans la loi ne va
punir s'ils font autre chose que ce qu'ils ont promis. Donc voilà, on est là, on les regarde, on croise les doigts. Entre deux élections, on n'a plus qu'à espérer. Via le référendum, ça c'est, on peut aussi exercer notre souveraineté populaire via le référendum, mais le problème c'est que le référendum, il est toujours de l'initiative des élus, jamais des citoyens. Ce qui fait que finalement, nous en tant que citoyens, si on ne nous pose jamais des questions sur des sujets particuliers, on ne pourra jamais donner notre avis. Donc quand je parle du référendum, là la situation légale améliorée, c'est quand les élus sont suffisamment sympas pour nous poser des questions. Vous vous rappelez, au niveau national, la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2005. Et vous vous rappelez, on a dit non lors d'un référendum, et puis 3 ans après, ils nous l'ont fait à l'envers. Ils se sont dit, bon, ils ont mal voté, donc on va utiliser une astuce constitutionnelle pour faire l'inverse de ce qu'ils nous ont. Donc ça, c'est la fatalité actuelle. Mais ce n'est pas une fatalité complète. Disons qu'au niveau national, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas aller faire un putsch au niveau de Paris et puis tout renverser. En fait, mon engagement, je ne me suis pas présenté, je suis Raphaël Robe. Raphaël Robe, donc je me présenterai après quand on passera en revue les gens de la liste. Ça fait des années que je m'intéresse à la démocratie directe. Et au début, c'était au niveau national. On essaie de faire pression sur les parlementaires pour qu'ils parlent du pouvoir citoyen, du référendum d'initiative citoyenne. Vous vous rappelez, les Gilets jaunes, ils en parlaient. Donc on essaie de faire pression tout en haut. Ça, c'est la stratégie par le haut. La stratégie par le bas, qui est la mienne depuis 2 ans environ, c'est d'essayer de faire en sorte que dans les communes, on instaure le pouvoir citoyen pour faire des embûches, pour montrer déjà aux gens que dans les communes, des communes qui seront où on arrivera à gagner les élections et on mettra ça en place, pour montrer aux gens que c'est pas une utopie, que ça marche bien. Il y a déjà une commune en France qui marche comme ça, qui s'appelle Ménil-la-Horgne, qui est dans la Meuse, et les gens sont ravis. Les gens, il n'y a aucun doute pour la réélection du maire, puisque les gens au début un peu sceptiques venaient, eux ils font des assemblées citoyennes, ils sont tout petits, ils arrivent à décider tous ensemble dans une même salle. Nous on est un peu trop grand pour ça. Mais eux, ils vont tous dans une salle, ils discutent de tous les sujets, et le conseil municipal ne fait que ce que l'assemblée citoyenne a décidé de faire. Et au début, ils étaient sceptiques, ils disaient ah, ça va pas marcher ton truc, comme ce que j'entends ici, parfois quand on parle de ça, souvent les gens ils disent oh, c'est pas possible, ça va pas marcher. Et les gens, ça les intéresse pas. En réalité, les gens, ils s'intéressent pas à la politique parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. À quoi ça sert de s'intéresser aux problèmes politiques quand de toute façon, vous n'avez aucune prise sur les décisions? Le jour où on donne le pouvoir aux citoyens, comme à Ménil-la-Horgne, alors là, ils prennent le tir en main. Et depuis qu'ils ont mis ça, alors au début, ils étaient peu nombreux à venir aux assemblées, puis maintenant, ils sont les 2 tiers des électeurs à venir aux assemblées et à tous décider ensemble. 2 tiers, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, moi, je ne suis pas du tout fataliste sur le fait que les gens ne s'intéressent pas à la politique, je pense juste qu'il faut leur donner du pouvoir pour qu'ils aient un intérêt à s'intéresser. Donc, l'idée d'amélioration du système, c'est le référendum d'initiative citoyenne, donc ça pourrait être une première solution, c'est qu'à chaque fois que les habitants veulent donner leur avis sur un sujet particulier, ils demandent au conseil municipal, et le conseil municipal se sera engagé à organiser tous les référendums que demandent les habitants. Et ça permettrait déjà que les habitants aient du pouvoir. Le problème, c'est que le référendum actuel, il a des contraintes, et du coup, pour les contraintes que vous voyez là, des problèmes de quorum de participation, du fait que le corps électoral sait la liste électorale, c'est pas par exemple les jeunes, Catherine a dit qu'on ferait voter à partir de 16 ans. Ce problème-là, et puis les restrictions autres, font que nous, on préfère, à la Bergeon, mettre un système qui est extra-légal, si on veut. C'est-à-dire que l'association à l'avis des habitants, des abergeuses et abergeurs, va s'occuper de ce processus de recueil de l'opinion des habitants. Et donc c'est auprès de l'association qu'on va faire des propositions, et l'association s'occupe de tout. Donc c'est pas restreint par la loi qui gère les référendums. Et donc,
prends mes notes 2 secondes pour voir ce que j'ai à vous dire d'important. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous ayez le pouvoir en toute matière. En toute matière, c'est-à-dire, quel que soit le sujet, vous avez la décision en dernier ressort. C'est-à-dire, par exemple, si le conseil municipal veut mettre en œuvre un projet et que vous n'êtes pas d'accord, bah aujourd'hui, c'est un peu compliqué, surtout que les informations, on les a souvent au dernier moment, donc on ne peut même pas aller voir le maire ou un conseiller pour lui dire qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on ne sait pas forcément trop ce qui se fait. Donc il y a un concept de transparence totale qui sera mis en œuvre. Donc la transparence, elle sera faite en amont, 1 mois avant tous les conseils, pour que les gens puissent savoir ce qui se fait. Et s'ils voient qu'il y a un projet qui ne leur convient pas, ils pourront aller voir l'association et demander à ce qu'une votation soit organisée auprès de tout le village pour approuver ou non le projet. Donc c'est comme un droit de veto. Les gens pourront dire non, ce projet-là, vous voulez le faire, mais nous, on ne veut pas. Aussi, si la municipalité ne fait pas des projets qui tiennent à cœur, qui tiennent à cœur aux habitants, les habitants pourront proposer n'importe quel projet et provoquer des votations dessus pour que le conseil municipal les mette en œuvre. Donc en fait, avec ce système-là, vous avez vraiment le pouvoir autant que l'aurait le conseil municipal. Donc finalement, moi ce que je me dis, on a un programme, mais ce que je me dis, c'est que l'enjeu de cette élection, c'est pas vraiment le programme. On va en parler parce que c'est important de dire un peu ce qu'on pense, mais en réalité, une fois si la liste démocrate est élue, il n'y a pas de raison qu'on n'applique pas des choses que l'autre liste avait proposées si c'est des bonnes idées. Idem dans l'autre sens, si la liste adverse est élue, il pourrait faire des choses qu'on voudrait mettre en place nous. Sauf que si c'est l'autre liste qui est élue, ben, on n'a pas de pouvoir dessus. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, peut-être des choses qu'on a proposées, mais on n'a pas la main dessus. Et si c'est nous qui sommes élus, eh bien, si on ne fait pas des choses intéressantes, j'ai vu que par exemple, ils proposaient à notre liste un mur d'escalade. Ben, je trouve ça bien. Donc, nous, on serait vraiment d'avis, peut-être, je ne sais pas, on n'en a pas discuté, mais de le mettre en place. Mais si on ne le met pas en place, eh ben, les gens pourront le proposer, voter dessus. Puis si on dit oui, ben, on le fera. Et puis même les conseillers on appelle ça l'opposition actuellement. Les gens qui perdent les élections, on appelle ça l'opposition. En démocratie directe, il n'y a pas ce concept d'opposition, il n'y a pas vraiment de sens. En fait, les conseillers qui ont perdu, si le mur d'escalade leur tient à cœur, déjà on peut en discuter entre nous, puis intelligemment dire on va le faire. Et si nous on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça, ils peuvent très bien eux-mêmes, en tant que citoyens, proposer une initiative, faire voter le village, et si le village est d'accord, ben on le fait. Donc finalement, ce concept d'opposition, il est un peu obsolète quand on fait la démocratie directe. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que si on critique parfois, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des critiques sur le fonctionnement, c'est jamais des critiques sur les gens ni sur les décisions. Si vous regardez certaines vidéos que j'ai faites avec ce prisme-là, ma critique elle est sur la manière de prendre des décisions. Elle n'est jamais sur les décisions. Comment on les prend? Alors, il y a deux aspects sur ce côté-là. Il y a l'aspect fonctionnement interne du conseil municipal. Donc comment fonctionne le conseil municipal en interne, on va en reparler un peu après. Mais vite fait, on ne veut pas faire de la polémique là. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui est peut-être un peu trop centré. C'est une première chose. Mais ça, finalement, c'est pas propre à l'hébergement. Il y a beaucoup de communes où il y a des problèmes de gouvernance au sein des conseils. Et puis il y a le deuxième aspect, qui est l'aspect démocratie directe. Et là, pour le coup, en France, c'est 99% des communes que je critiquerais si je disais qu'elles n'étaient pas démocratiques. Et voilà. C'est pour dire que c'est pas une critique des gens. Si on est élu ou si on n'est pas élu, on travaillera ensemble et il n'y a pas de problème avec ça. Pareil, en démocratie directe, on vote moins pour les personnes. Quand les élus ont tous les pouvoirs, on a intérêt à choisir des bons élus. On a intérêt à bien choisir, parce qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent, finalement.
En démocratie directe, on va essayer d'élire des gens bien, mais vu qu'on a le pouvoir en dernier ressort en tant que citoyen, c'est moins une histoire de personne, c'est une histoire de pouvoir. En fait, l'enjeu de cette élection, pour moi, ce sont ni les personnes ni le programme, c'est ce fait qu'on donne le pouvoir ou non. Je ne vais pas parler trop histoire de laisser plus de place aux questions, ça va être plus intéressant. J'ai peut-être une chose ou deux à dire encore. Ça fait 20 minutes que je parle, on a dit que 20 minutes max, hein, mais si je parle moins, c'est bien. Hein. Ouais, je voulais dire une dernière petite chose, c'est qu'il y a le Graal des gens qui s'intéressent à la démocratie directe, au niveau national, c'est le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, c'est-à-dire le pouvoir des citoyens de modifier les règles du jeu, de modifier la Constitution. Parce que si on a le référendum d'initiative citoyenne qui n'est pas constitutionnel au niveau national, les élus peuvent nous l'enlever, puisque c'est eux qui décident des règles du jeu. C'est un peu compliqué, mais au niveau local, c'est la même chose. C'est ce qui nous différencie un peu de la démocratie participative, dont vous avez sûrement entendu parler. La démocratie participative, c'est on va co-construire beaucoup de projets. C'est super à l'intelligence collective, on n'a rien contre. D'ailleurs, on va en parler, il y a des sujets sur lesquels on voudrait que ce soit des groupes de travail ouverts à tout le monde, qui soient faits pour faire fonctionner cette intelligence collective et avoir des projets riches. Mais en démocratie participative, il n'y a pas cette histoire de votation, et les règles du jeu restent dans la main en général des représentants. Nous, les règles du jeu, donc tous les documents là qui gèrent toute cette démocratie, vous pourrez vous-même les modifier. C'est-à-dire que via une votation comme les autres, vous pourrez dire cette règle-là, elle me semble mauvaise, on trouve c'est trop compliqué de déclencher une votation, on aimerait la changer. Et vous êtes, du coup, en tant qu'habitant, les maîtres des règles du jeu. Donc ça change tout. Aussi, les représentants n'auront pas le droit de modifier les règles sans vous demander d'autres. Donc ça, c'est verrouillé, c'est les habitants qui sont maîtres du jeu. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez voulu qu'on parle des détails de déroulement, des votations. En fait, Catherine en a parlé. On pourra l'évoquer s'il y a des questions, si vous voulez. Il y a plein d'informations, vous avez vu sur le site internet, je ne sais pas si vous avez voir déjà. Mais je propose d'arrêter là et puis de laisser la place plutôt à l'échange. J'espère que c'était clair, je ne sais pas. Je garde le temps. Catherine, si on peut répondre aux questions, peut-être aller vers Raphaël. Voilà, merci Catherine et Raphaël pour vos interventions qui nous ont permis donc de découvrir la nouvelle association ainsi que le concept de démocratie directe. Et l'idée c'est de pouvoir échanger si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions supplémentaires sur ces deux concepts, ces deux missions, ces deux objectifs de ces entités. N'hésitez pas, c'est le moment. Raphaël, Catherine vous feront un plaisir de vous répondre. Voilà. Allez, qui sort ce premier? C'est moi qui vais choisir, donc. Vous êtes heureux? Avez-vous une question? Non. Non. C'était très clair. Ah, voilà. Sinon, pour la première. J'ai bien. Bonsoir, Arthur Rouchy. Je ne suis pas d'un hébergement, je suis venu par curiosité. Ma question c'est, comme il n'y a pas de cadre légal d'obligation, rien n'est écrit dans la loi, qu'est-ce qui garantit finalement que l'engagement que vous prenez, on signe un papier, et au final il y a plein de gens qui signent des papiers tous les jours et qui ne respectent pas leur engagement, qu'est-ce qui fera que l'engagement que vous allez prendre sera garanti? Finalement, aujourd'hui, c'est un petit peu une hypothèse, un pari, une promesse, tout comme quelqu'un qui se présente aujourd'hui fait un programme et dit je m'engage à le faire. Donc j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui fait que ça sera plus garanti, qui va garantir en fait
vos promesses finalement seront tenues quand même. Voilà, merci. En fait, comme vous dites, la loi le prévoit pas, du coup, on est obligé de faire un engagement moral. Et la réponse, c'est que formellement, rien ne vous garantit qu'on respectera nos engagements. Ceci dit, on va tous signer deux. En fait, l'idée, en fait, c'est un engagement moral, parce que si on va plus loin que ça, le préfet peut nous emmener au tribunal administratif en disant vous faites quelque chose qui est contraire à la Constitution, puisque dans la Constitution, l'article 72, c'est marqué que les conseils délibèrent librement. Ça veut dire que l'élu ne peut pas être contraint légalement par qui que ce soit, dont les citoyens. Donc, il ne faut pas qu'on y aille trop fort. Donc, c'est un engagement moral. Donc, c'est quelque chose c'est comme une promesse, comme vous dites. Hein. Les élus actuellement, ils font des promesses, et puis on ne peut pas les embêter s'ils ne les respectent pas. Nous, c'est un peu pareil, sauf qu'on fait le maximum pour que vous nous fassiez confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on signe un papier, on va nous prendre en photo sur chaque personne qui signe, on va mettre sur les réseaux sociaux. Ce papier on s'engage à respecter la charte des conseillers démocrates, qui est un document de 2 pages qui explique tout ce qu'on va faire. Il y a un autre document de l'association qui fait 10 pages qui explique tous les processus. Là, vous voyez, tout ça, c'est écrit dans des articles très très précis. Disons que voilà, on essaie de faire le maximum et de rendre le truc le plus public possible pour que personne d'entre nous n'ait envie de rompre son engagement et de trahir la promesse. Mais voilà, on ne peut pas faire mieux. Mais je pense que c'est déjà pas mal par rapport à... on peut faire mieux. Jean Lassalle, que vous connaissez, qui était candidat au présidentiel, lui, il s'est engagé, s'il gagnait, bon, il n'a peut-être pas pris beaucoup de risques, mais il s'est engagé devant notaire sur ses biens personnels, que s'il ne respectait pas son engagement de mettre en place le rite constituant s'il était élu, il donnait tous ses biens personnels à une association. On pourrait faire ça. On n'est pas allé jusque-là. On n'en a pas parlé depuis, donc peut-être pas vouloir. Moi, je serais prêt. Gérard Vianney, on se présentera tout à l'heure. Hein. Un autre élément de réponse, et c'est les gens qui sont là-bas. Je veux dire que si moi demain je vote contre une décision où vous avez dit je suis pour, puis moi on en a discuté en conseil, j'étais contre, et pour finir je me disais non mais c'est vraiment fixe, c'est leur histoire, ils ont tous dit je vote contre. Mais vous pouvez encore saisir à nouveau cet assaut et puis aller dire par exemple, eh ben, on introduit un veto, on a le 15 signatures, etc., enfin, tout le bins, parce qu'il y a un conseiller qui s'était engagé, qui avait signé une charte, et puis qui avait dit je voterai comme les Abergerons dit, puis il n'a pas respecté. Comme m'a dit Raphaël, certes, on ne sera pas, le décision ne sera pas opposable, on n'a pas il faut nous faire confiance, mais quand même, vous avez d'autres moyens que si le président de la République ne respecte pas les promesses qu'il a faites. Ici, vous avez encore des gens qui sont structurés pour que on soit vraiment un peu coincé par rapport à vous, oui, coincé par rapport à vous et par rapport à cet engagement qu'on a pris. Johanna Moussali, je voulais juste compléter peut-être pour un élément qui va être dit après, mais on s'engage à aussi enregistrer toutes les réunions du Conseil. C'est-à-dire que vous serez informés de ce qui est discuté et que évidemment, je pense que tous les conseils ne sont pas généralement enregistrés. Donc c'est aussi quelque chose où on veut vraiment montrer la transparence. Et donc s'il y a des choses qui sont discutées dans le Conseil qui ne conviennent pas, ça peut aussi donner lieu à un veto ou justement aller vers l'association pour dire qu'on ne respecte pas ce que vous nous avez demandé de faire. D'accord ? Merci. C'est pour votre question. Votre question ? Ah.
Et moi, je vous autorise à me jeter des tomates pourries et à m'insulter dans la rue si je ne respecte pas mon engagement. Je ne parle pas pour les autres. Je m'engage que toi. Bonsoir, Marie-Hélène Trimaille. Une petite question par rapport à l'organisation des référendums. Donc tu as dit que n'importe quel habitant du village pouvait demander, participer au référendum. Maintenant, sur quelle base travaillerez-vous? Il y a la liste électorale, certes, il y a des tas de gens qui ne sont pas sur les listes électorales. Comment allez-vous quantifier, décider qui pourra participer à un référendum ou pas? Alors ça s'adresse à toute personne éligible à la liste électorale, qu'il soit déjà inscrit ou qu'il ne soit pas encore inscrit. Il y a des personnes qui sont de nationalité autre que française qui ne peuvent pas voter et qui ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales. Ah ouais, voilà. Non, ils ne pourront pas participer. Après, Ils sont habitants. oui. Après, il y a peut-être moyen de faire une procuration vers quelqu'un qui connaisse pour transmettre leur avis. Mais c'est vrai que ce cas-là. Ça, c'est un vrai problème de base qui pose problème à chaque fois qu'on met en place des règles comme ça. Par exemple, le vote des femmes, c'est les hommes qui ont décidé que les femmes auraient le droit de vote. Donc, il y a un moment donné, on a décidé que ce serait les éligibles à la liste électorale plus leurs enfants de 16 à 18 ans. On n'a pas encore mis les étrangers habitants, mais justement ça, déjà c'est clivant, mais c'est pas la plus forte raison. Là, ce qu'on se dit nous, c'est que le fait que vous pouvez vous-même modifier les règles fait que, pas à pas, on peut ajouter des droits à des gens. C'est-à-dire si toi, Marie-Hélène, tu veux que les étrangers habitant l'hébergement depuis au moins 6 mois aient le droit de voter dans nos votations, eh bien, tu pourras faire une initiative de modification du règlement de l'association en disant j'aimerais ça. Tu trouves tes 50 soutiens pour que le processus démarre. Donc le processus démarre, il y aura donc les débats qui vont être organisés. Si tu as les 50 soutiens, les débats vont être organisés sur ce sujet. Puis on va voter. Certes, les étrangers que tu veux ajouter, tu veux pas, je ne sais pas si c'est ton avis, mais ils ne pourront pas voter ce coup-là. Et c'est les autres qui décideront pour eux. Mais peut-être que ça marchera et que petit à petit, le corps électoral grandira. On peut difficilement faire mieux en réalité. Se pose aussi le problème des gens qui sont en résidence secondaire. Oui, pareil. On peut aussi faire évoluer les règles pour que... Sur la côte bretonne, il y a des copains qui vont essayer de faire pareil. Là-bas, des fois, c'est 60% de maisons secondaires. Et c'est une vraie question. Après, ce qu'ils se disent, c'est que quand il y aura des votations, ils ne seront souvent pas là. Donc ça règle un peu le problème. Mais c'est des vraies questions. Et puis les initiatives citoyennes pour modifier les règles du jeu sont là pour régler ces problèmes-là. Après, on prend une base qui est celle qu'on a choisie là. Et puis voilà, c'est évolué. On poursuit. D'autres questions? Nicole Tonnet. Un exemple, donc, si vous avez un projet, vous soumettez au référendum et qu'il n'y a que 50 réponses, par exemple, et que la majorité est contre, est-ce que vous poursuivez quand même ou si vous abandonnez le projet? Bon, je pourrais répondre peut-être. Parce que je veux bien répondre. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des arguments, quand on baigne dans le milieu de notre cigarette depuis longtemps, on a des réponses à ce genre d'arguments. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. L'idée, c'est vraiment que dès lors qu'il y a une votation qui est organisée, on ne met pas ce qu'on appelle de quorum de participation, c'est-à-dire de minimum pour que le résultat compte ou ne compte pas. Ce qui fait que dans votre exemple, 50 personnes votent, s'il y en a 30 qui sont pour, 20 qui sont contre, on fait.
S'il y en a 30 qui sont contre, 20 qui sont pour, on ne fait pas. Et c'est pas grave. Alors là, le pas grave, il est aux jeunes peut-être, mais il faut bien se dire que déjà, s'il y a 50 personnes... Non, le premier argument, c'est que ceux qui n'ont pas d'avis, ils n'ont pas d'avis. On ne va pas les forcer à avoir un avis. Il y a des sujets qui ne concernent peut-être pas tout le village. Je prends souvent l'exemple de faire une aire de jeux d'enfants au Grand Sainte-Marie. Si on habite de l'autre côté du village, puis que l'aire de jeux d'enfants n'handicape pas les projets futurs parce qu'à cause des finances, les gens de l'autre côté du village ils disent bon, je laisse la majorité décider, je m'en fous. Ça, c'est pas gênant. Le problème aussi de mettre des minimums de participation pour mettre en œuvre une décision, c'est le fait que ça encourage les contre à s'abstenir pour faire baisser le taux de participation et le faire baisser en dessous de ce seuil. Et c'est-à-dire que voilà, ça encourage des stratégies pour que même si le oui est majoritaire dans ceux qu'on a dit, ça ne passe pas. Du coup, je ne sais pas si c'est convaincant, et c'est peut-être un truc un peu rapidement, mais il y a des vrais problèmes à ce sujet. Et ceux qui ne vont pas voter et qui se disent oh, il y a que 50 personnes qui sont allées voter, c'est dégueulasse, le coup d'après, s'ils ne sont pas contents, ils auront gagné. Et puis dans ceux qui ne vont pas voter, aussi, dernier argument, puis après j'arrête, c'est qu'il n'y a pas de raison que les proportions oui-non soient différentes dans ceux qui ne vont pas voter que dans ceux qui y vont finalement. Je trouve que c'est dommage si c'est un beau projet et que ça passe pas, quoi. C'est une question d'opinion si c'est un beau projet. Donc s'il passe pas, c'est que c'est peut-être pas un beau projet. C'est le principe du référendum. Les gens ne se déplacent pas, voilà, ça serait aussi peut-être un problème. Ouais, ce serait dommage, mais faisons confiance aux gens, moi je dis. Oui, tout à fait. On serait en Bretagne, j'ajouterais rien. Mais là, comme on est à côté de la frontière suisse, moi j'ai une certaine expérience depuis 40 ans que je bosse avec les Suisses en tant que berger, etc. De ce qui se passe par exemple à la vallée de Joux, dans les communes. Ben oui, des fois, parce qu'eux ils déclinent leur votation à tous les échelons, depuis le niveau fédéral, puis cantonal, puis ensuite communal. Et en fait, d'ailleurs, sur 2 des 3 pouvoirs, voilà, pas seulement le législatif, mais aussi l'exécutif. Et donc, en fait, ah oui, il y a des fois une votation qui passe avec très peu de participants au scrutin, mais ça fait rien, ça passe quand même. Et ben, du coup, moi je peux vous dire, pour voir ce qui se passe après, très pratiquement, dans les décisions comme ça qui ont été prises, et puis moi j'ai l'exemple de la vallée, j'aurais plein de trucs à vous raconter, et ben, en fait, comme le dit Raphaël, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ça fait avancer le chemin public, aussi bien que chez nous, quoi. Moi je vois pas bien la différence. Les questions techniques, j'en ai un petit peu qui répondre, parce que après je dirais pourquoi. J'espère que j'ai été clair que le fait qu'il n'y a pas de minimum pour que le résultat compte. Je ne sais pas si c'est ressorti. D'autres questions? Bonsoir, Tony Miquel. J'ai une question technique par rapport à l'adhésion à l'association. Est-ce que ça sera automatique ou est-ce qu'on doit faire une marche d'adhérer à l'association? C'est un peu une question. Pour moi, c'est pas clair. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. L'adhésion, elle est volontaire. Voilà, il y aura une association. Est-ce que dès qu'on est dans la électeur, on sera automatiquement adhérent à l'association? Ah non, non, c'est volontaire. Ok, d'accord. Ouais. Il faut vraiment faire la démarche d'aller adhérer. Voilà. Ah oui, c'est pas parce que vous n'êtes pas adhérent à l'association que vous ne pourrez pas voter, par contre. L'adhésion à l'association, c'est pour soutenir financièrement, ah, ok, pour moi, pour voter, donner un il coup fallait de être main. adhérent à l'association. Voilà. Non. Ouais, j'ai pas entendu. On peut voter pour les votations, même si on n'est pas adhérent. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est pas bien qu'on sûr, doit être adhérent à l'association pour pouvoir voter. Ah oui, bien sûr. D'autres questions? Bonsoir, Sophie Panier. J'ai une question pour vous en termes de gestion du budget de la commune du coup. Quand il s'agit par exemple d'avoir quelqu'un qui va proposer une idée peut-être un peu folle hors budget et qui va passer, comment est-ce que vous allez pouvoir le gérer vous au niveau communal pour pouvoir maintenir le budget de la commune quoi? Ah oui, c'est pas parce que vous n'êtes pas adhérent que vous ne pourrez pas voter. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ouais, j'ai pas entendu. On peut voter pour les votations, même si on n'est pas adhérent à l'association.
Alors d'après ce que j'ai compris, parce que pour moi c'est aussi une expérience, je pense que dans la réunion où on invitera les habitants, on expliquera le projet et on dira que le plan de financement n'est pas possible par la commune. Donc après les habitants, est-ce qu'ils veulent voter pour un projet qui ne pourra pas être financé? C'est un peu, voilà, c'est à eux de le dire. Et qu'est-ce qui vous fait dire du coup que le budget n'est pas possible pour tel ou tel projet du coup, enfin, sur quelle base vous allez-vous... Parce qu'au niveau de l'association, tous les projets qui seront faits, ils seront vérifiés. Donc on va proposer, on va demander au conseil municipal si le plan de financement proposé est réaliste ou pas. Parce que l'association, elle va aider les gens qui vont proposer à développer le volet financier pour dire combien, a priori, ça devrait coûter. Après, il n'y a pas de censure de l'association sur les propositions. Ce qui fait que, dans l'exemple, un projet à 10 millions d'euros peut très bien arriver en votation. Mais déjà, première chose, la personne, est-ce qu'elle va chercher 50 soutiens pour une proposition dont elle sait que c'est un peu stupide. Ça passera jamais. Ça passera jamais. Parce que l'idée, c'est que dans les débats, les conseillers ils peuvent venir aussi au débat et dire ne votez pas ça, on n'a pas l'argent. Et il ne faut pas croire que les gens sont idiots, ils ne vont pas voter des projets qui vont mettre en péril les finances de la commune. Donc quand on se pose quand il y a des objections comme ça, il faut toujours se demander si le système actuel nous protège des problèmes qu'on imagine dans la démocratie directe. Je pense que 800 personnes, disons 800 personnes qui vont voter, je pense qu'une fois bien informées, il n'y a pas de raison qu'elles décident plus mal que 15 personnes. Parce que, ok, un conseiller municipal, je ne dis pas que c'est incompétent, mais c'est compétent, ça connaît un peu les finances, mais quand on explique aux gens à quoi ressemblent les finances, combien il y a dans la caisse et puis combien on peut s'autoriser de dette, d'endettement, les gens ils comprennent. Hein. Si on leur dit non, ça ne marchera pas, on s'endette trop, les gens ne le voteront pas. S'ils le votent, on le fait. Mais c'est des choses qui n'arrivent pas. C'est la démocratie directe, on a peur qu'il pleuve des grenouilles, mais en réalité, les Suisses, ils ne font pas des folies. Là où ça existe, en tout cas, il ne se passe pas des choses qu'on peut y avoir imaginées farfelues. Non. D'autres questions? Pendant que le micro passe, c'est notre non-expérience de démocratie directe qui nous fait avoir ces réflexes naturels. Deuxième question. Vous avez mis un référendum pour toute dépense supérieure à 100 000 euros. Je dirais que dans un budget communal, 100 000 euros, je ne dis pas que c'est rien, mais ça me paraît un peu pour faire un référendum systématiquement pour une dépense supérieure à 100 000 euros. Vous allez en faire beaucoup. On n'a pas fait le recensement exact des dépenses supérieures à 100 000 euros pendant les 6 dernières années, par exemple. Et il y en a eu combien, à peu près? Je ne peux pas les quantifier, mais par exemple, Régis et Bernadette, dites-moi si je me trompe, un tracteur, ça vaut plus de 100 000 euros. Vous n'allez pas faire un référendum s'il faut racheter un tracteur pour les employés municipaux? S'il coûte plus de 100 000 euros, on s'est engagé là-dessus, donc ça sera le cas. Mais je ne pense pas qu'il y aura plus d'une votation par an sur ce sujet. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on va pouvoir regrouper les sujets lors de journées de votation pour pas y aller trop souvent aussi. Il faut que ça soit organisé pour que ce soit raisonnable. À mon avis, au début, il y aura peut-être une journée de votation par an, peut-être deux. Mais voilà, s'il faut voter sur le tracteur en même temps qu'on va voter sur autre chose, bon, c'est pas trop forcément problématique avec une réunion publique avant pour chaque sujet. Donc je préfère voter trop que pas assez. Enfin, c'est mon avis. Et puis par exemple, autre exemple, je prends la passerelle qui est en train d'être mise en place. C'est un investissement de 85 000 euros, ok, mais en plus, on va y rajouter d'autres aménagements qui vont avec.
Donc, si on prend la totalité du projet, on arrive à, j'en dis n'importe quoi, 120, 130 000 euros. Mais si je le prends de façon individuelle, morceau par morceau, donc comment est-ce que vous allez faire pour, par exemple, un tel projet? Est-ce que vous prenez le projet dans sa globalité ou est-ce que vous prenez le projet terrassement, plus matériel, plus etc. Ça, c'est l'association qui organise les votations systématiques. Du coup, elle va donner son avis sur ce sujet. Après, je crois que même si on choisit l'hypothèse qu'un par un, ça ne dépasse pas 100 000, donc on ne fait pas de votation, pour moi, ça me paraît raisonnable, parce que de toute façon, il y a le veto. Donc les votations systématiques, c'est vraiment un truc en plus du veto, parce que le veto permet de s'opposer à tout ce qu'on veut. La votation systématique, c'est pour encore plus bétonner que si on doit faire un emprunt, si la commune doit faire un emprunt par exemple, là on demande l'avis aux gens, parce qu'on trouve que c'est vachement important, puis que si les gens se sont un peu endormis sur une période et puis n'ont pas vu que la commune allait faire un emprunt, on les secoue un coup en disant faites gaffe, la commune doit faire un emprunt, il faut aller voter. Donc dans ce cas-là, l'association, si elle décide que c'est délibération par délibération qu'on n'a pas dépassé les 100 000, je ne sais pas comment elle décidera, c'est pas encore dramatique puisqu'il y a ce veto. Et puis si elle décide autrement, puis on ira voter. Ça, c'est vrai que les textes, et à un moment donné, on a écrit 10 pages sur le règlement d'association. On pourrait en écrire 40 pour que absolument tout soit décidé. Voilà, on s'arrête là. Pas toutes les questions sont bonnes. Dans un conseil municipal, ils prennent des décisions qui se prennent sur des choses, c'est pas forcément des projets, hein. On vend du bois, on coupe du bois, il y a des décisions minuscules, il y a même des décisions. Le maire seul, par exemple, le permis de construire, c'est lui qui signe. Naturellement, ça ne va pas faire partie des choses sur lesquelles les citoyens vont devoir voter, finalement, ça, le permis de construire. On est bien d'accord, il reste quand même du pouvoir, malgré tout, au conseil municipal, parce que j'ai un peu l'impression que finalement, c'est l'association qui décide, puis le conseil municipal, il n'y a plus rien. Non, en réalité, pas du tout. J'ai pas été assez clair sur ce sujet, c'est super la question, parce que l'association, elle va organiser les votations systématiques que dans les cas particuliers de dépenses supérieures à 100 000 euros, emprunt, délégation de compétences à la Comcom et modification des règles de la démocratie. Et ça devrait être assez rare. Sinon, sur tout le reste, le conseil municipal fonctionne absolument normalement. Ça, c'est j'aurais dû le dire dès le début, en fait. Le conseil municipal fonctionne absolument normalement, sans aucune votation, si les gens n'en demandent pas. Donc, en fait, si les gens ne demandent jamais de votation, il n'y aura que les systématiques dont on vient de parler. Et après, il y aura les votations en plus qu'ils demandent sur les vetos, les propositions qu'ils feront, etc. Ça répond à la question. Et après, pour le veto, les vetos, il est possible sur ce qui va être délibéré. Et effectivement, comme vous dites, tout n'est pas délibéré. Il y a aussi des signatures qui peuvent être faites comme ça. Après, s'il y a des signatures qui sont faites un peu trop abusivement, les citoyens pourront faire des propositions pour demander que la délégation de signature soit faite autrement ou de modifier les règles internes du conseil, je ne sais pas. Et sinon, le veto, il s'adresse à ce qui est délibéré, qui fait l'objet d'une communication 30 jours avant. Pour les votations systématiques, les emprunts, tout ça, la communication doit être faite 90 jours avant. 90 jours avant, c'est une exception. D'autres questions? Là, il s'agissait du veto, donc avant délibération. Après, c'est une question classique de conseil municipal. Est-ce que si quelque chose est déjà délibéré, est-ce qu'on peut l'annuler ou non? Ça, c'est plus du domaine légal. Voilà. Mais le veto, il se passe avant la délibération. L'idée, c'est que le conseil municipal, il fonctionne absolument normalement, sauf que toutes les délibérations qui seront à l'ordre du jour du prochain conseil, disons, elles sont définies 30 jours avant. Les débats seront faits en amont de ces 30 jours pour que les gens aient tous les documents disponibles pour que cette période de 30 jours, pendant cette période, il ne se passe plus rien, parce que les débats, on dit qu'ils ont déjà été faits, mais ça n'aura pas été voté, et au conseil d'après, c'est voté.
Du coup, le veto, il se passe avant la délibération, donc légalement, c'est bon, la délibération n'est pas encore prise et on peut faire en sorte qu'elle ne soit pas prise. Désolé, ça devient technique peut-être, hein, c'est pas forcément très drôle. J'espère que ça répond aussi. D'autres questions? Peut-être qu'on avance. Ouais, peut-être qu'on avance. Vous allez passer. C'était très prolifique. J'espère que vous... Ah, une dernière. Allez, il n'y a pas de souci. L'administration demande des fois des délibérations. Alors, je vais prendre le cas d'une décision qui est prise en communauté de communes, pour laquelle la commune doit derrière valider ou non. On n'a pas toujours 30 jours. Dans les documents, on précise que si des contraintes légales ne permettent pas la communication 30 jours avant, on fait tout pour que les gens le sachent le plus tôt possible et puissent bénéficier de leur droit de veto. S'il n'est pas possible, malheureusement, on ne peut pas aller contre la loi et contre les institutions actuelles. Donc on est effectivement limité par pas mal de choses comme ça. Les finances aussi, il y a des délais, des choses, c'est pas toujours évident. Et c'est ce contre quoi on lutte, c'est-à-dire qu'on espère que la démocratie municipale va faire des adeptes, faire tâche d'huile. Hein. L'idée c'est que les gens s'entre-convainquent, les voisins sont jaloux. Et finalement, dans la Comcom, si dans 6 ans on est une majorité de communes démocrates, la Comcom deviendra démocrate et elle devra communiquer 30 jours avant toutes ses décisions, et puis on pourra mettre des vetos de Comcom et ça sera génial. C'est sans limite. Après on remonte, et puis il y a des trucs quoi. Ok. Je propose qu'on en reste là sur cette première partie.